Bonsoir à tous et à toutes. Merci aux jeunes loyalistes de m'avoir invité. J'ai imaginé pendant quelques instants que ça me rajeunit. Et désolé, mais en tant que juriste, je vais faire une intervention un petit peu structurée. Le droit, c'est assez compliqué comme ça. Et donc, j'ai comme, je dirais, comme intention première que ce soit compréhensible, simple et facile à comprendre quand on n'est pas juriste. Alors, donc les conséquences institutionnelles prévisibles du oui et du non. Quelques mots d'introduction. Dans 25 jours, il va y avoir un choix qu'on appelle binaire. C'est oui ou c'est non. C'est apparemment extrêmement simple. Indépendance ou France. Mais n'en déplaise à certains juristes, ça n'est pas toujours si clair que ça, notamment sur les conséquences. Alors le gouvernement a produit effectivement un document sur les implications des consultations, de la consultation du 4 octobre, mais avec inévitablement quelques zones d'ombre. On ne peut pas tout prévoir, notamment en cas de oui, par définition. Il y a eu aussi un document qui est sorti, publié, je dirais, d'une manière officieuse. Kalidosphère a publié un document de travail attribué à l'UCFLNKS et intitulé Bilatéral, État, UCFLNKS, projet de document d'orientation. Il n'est pas officiel, il n'a pas été démenti sur le fond. Ça aurait été un document de travail qui ne devait pas sortir, mais qui venait ou qui était à l'attention de militants. Il est éclairant et glaçant en même temps. Glaçant pourquoi ? Parce que, quel que soit le résultat, la marche vers l'indépendance, il est prévu qu'elle continue. On le comprend de leur part, mais ce n'est pas exactement ce que le document officiel tente de faire passer comme message. Alors, je vais voir deux aspects. D'abord, les conséquences prévisibles du oui, ça sera l'essentiel de mon propos, et ensuite, plus brièvement, conséquences du non. Je crois que ce que je vais dire, les affirmations que je vais vous proposer, je vais essayer qu'elles soient difficilement contestables, que ce soit fiable. Voilà. Alors, donc, premièrement, si le oui l'emportait, je vais 10 points, 10 phrases avec quelques commentaires. Premièrement, l'État s'est engagé à respecter les résultats de la consultation. Il n'était pas obligé de le faire juridiquement, puisque c'est une consultation. Ça n'est pas un référendum. On dit référendum en langage courant, hein, je le dis moi-même parfois, mais dans l'accord de Nouméa et la loi organique, ne cherchez pas le mot référendum, il n'y est pas. Et pourquoi ? Parce que juridiquement, il faut, pour qu'un pays, une partie d'un pays soit indépendant, il faut l'accord de l'État central. Donc là, ça n'est qu'un avis. Nous allons donner un avis. Mais ça a quand même des conséquences juridiques, bien entendu. L'État s'est engagé régulièrement à respecter le verdict des urnes. Donc, le droit est peut-être parfois compliqué, mais là, ça veut dire que si nous votions, si ils votaient oui, ça serait l'indépendance, l'État s'y est engagé. Deuxième affirmation, l'État raccourcirait probablement la période de transition espérée par les indépendantistes. Il est marqué dans le document du gouvernement, période limitée dans le temps, alors que les indépendantistes voudraient 3 ans. Et il y aura une concertation qui est prévue, où elle marchera ou elle ne marchera pas. En cas de difficulté, c'est l'État qui tranche, tant que l'indépendance n'est pas officielle en cas de oui. Troisième point, la province sud ne pourrait pas rester française toute seule. Pas de partition. Partition, c'est-à-dire province sud d'un côté, province île et province nord de l'autre. L'accord de Nouméa le disait déjà, le document du gouvernement le redit, le résultat de cette consultation s'appliquera globalement pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce qui s'est passé à Mayotte dans les années 70, ça ne peut pas se reproduire tant que l'accord de Nouméa est en vigueur, en tout cas. Quatrième point, qui me paraît là aussi incontestable, lors de la rédaction de la Constitution,
les indépendantistes pourraient s'assurer d'avoir la majorité dans les institutions politiques. C'est là le principal aspect où nous, les loyalistes, notamment, nous devons être très vigilants. Et là, c'est le constitutionnaliste qui parle. Le pouvoir constituant, c'est la baguette magique. C'est ce dont tout le reste va dépendre. Dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire dans la hiérarchie des règles, la Constitution est au sommet, ça, tout le monde le sait. Et donc celui qui maîtrise la rédaction de la Constitution peut engager toute la suite. C'est normal, c'est démocratique, mais alors il faut vérifier par qui c'est rédigé. Ce qui est proposé dans le projet indépendantiste, c'est qu'il y ait une assemblée constituante. Très bien. Hein, il est arrivé dans l'histoire française qu'il y ait des tout petits comités qui fassent telles constitutions. Une assemblée constituante, seulement voilà, elle n'est pas élue. Quand on fait une assemblée constituante, normalement, on doit l'élire. Alors que là, c'est flou, il y a des personnalités, et on peut imaginer, ce n'est pas une offense à faire aux indépendantistes, qu'ils essaieront que dans cette assemblée constituante, il y ait une majorité favorable à l'indépendance. Vous pourriez me dire, oui, mais de toute façon, si on vient de voter l'indépendance, c'est qu'il y a une majorité pour, et donc elle se retrouverait dans l'Assemblée. Pas sûr. Pas sûr, parce que peut-être que des gens n'auraient pas pensé que l'indépendance allait passer, et que après, s'ils ont une chance de pouvoir rattraper le coup, si je peux dire, il se peut qu'ils votent différemment. Et c'est ça que veulent éviter les indépendantistes. Attention donc à la composition de l'Assemblée constituante lorsque nous la connaîtrons, si jamais c'était le oui. Cinquième affirmation, le niveau de financement par la France s'effondrerait. Là, je ne vais pas aller dans les plates-bandes d'un intervenant par la suite, mais ça, c'est évident. Il y aurait, bien entendu, une continuation du financement, mais au titre de l'aide au développement, comme ça se passe dans les anciennes colonies. Et ça, c'est marqué dans le document du gouvernement. Bien entendu, c'était déjà marqué dans celui de 2018. Sixième point sensible. Une éventuelle double nationalité serait partielle et révocable. Il ne faut pas croire, on pourrait croire que le passeport kanak serait donné à tout le monde, ça peut-être possible, tout le monde peut-être pas, mais enfin à la plupart, et qu'on garderait notre passeport français. Dans ce cas-là, ça pourrait ébranler la conviction de certains hésitants, en disant, ben, après tout, on peut tenter ça. On reste français, on sera passeport kanaki. Bon, on risque pas grand-chose. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a des catégories qui sont déterminées par le nouvel État et des catégories qui peuvent être déterminées aussi par la France. Il y a d'ailleurs dans le Code civil français une disposition selon laquelle les habitants des territoires d'outre-mer qui accéderaient à l'indépendance resteront français tant qu'ils n'ont pas la nationalité du nouvel État. Bon, c'est un principe. La loi peut très bien aller plus loin que ça, mais il ne faut pas compter que tous les habitants auront cette double nationalité. Donc, une chose qui est très simple par la suite, c'est le vote deviendrait obligatoire. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas forcément antidémocratique. Il y a des pays démocratiques qui ont le vote obligatoire, et ça n'est pas forcément, disons, ni la dictature, ni quelque chose de tout à fait anormal. Mais ça a une conséquence, c'est que, une conséquence sociopolitique, c'est qu'effectivement, ça permet aux gens les plus modestes, qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'aller voter, et ça les incite à aller voter, parce que quand le vote est obligatoire, il y a une amende à la clé, et donc ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils vont y aller. Les gens plus aisés paieront l'amende, et puis voilà. Donc ça a une petite influence, mais ça, bon... enfin, c'est un changement culturel tout de même. Le droit de vote devient vraiment le devoir, et voilà. Mais en tout cas, c'est prévu. Huitième point, la protection des droits et libertés par la France et l'Europe ne serait plus assurée. Ça, c'est net. Ça, c'est très net. Bien entendu, la France ne mettrait plus son système judiciaire ou juridiction administrative ou autre à disposition. Et le droit qui serait appliqué, même si c'est pas dès le lendemain, serait le droit du nouveau pays.
Et peut-être pendant un certain temps, la France accepterait-elle d'envoyer à ses frais des magistrats, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de magistrats pour le moment, il n'y en a plus en tout cas, qui soient calédoniens. Malgré les 30 ans, ça n'a pas pu se faire. Voilà, donc le système juridictionnel français, petit à petit, il n'y aurait plus cette protection, cet arbitrage d'excellence tout de même que nous avons dans notre système juridictionnel. Et puis, pour ce qui est de la Convention européenne des droits de l'homme, terminé. Ça, il y a une jurisprudence de la Commission de la Cour européenne des droits de l'homme qui pratique le meilleur système au monde de protection des droits de l'homme. Et là, c'est ipso facto, automatiquement, ça disparaît. Et ça, c'est une sacrée protection pour ce qui est des droits et libertés individuels et collectifs, d'ailleurs. 9e point, il n'y en a que 10 pour la première partie, j'ai bientôt fini. Un éventuel accord de partenariat entre la France et le nouvel État pourrait être dénoncé unilatéralement. Dénoncer, ça veut dire annuler, pour simplifier. Unilatéralement, ça veut dire qu'un seul des deux partenaires peut rompre le contrat. Donc, il ne faut pas penser que l'indépendance avec partenariat, c'est une garantie que la France reste peut-être, peut-être pas. À tout moment, Kanaki Nouvelle-Calédonie peut dénoncer ce partenariat, ou la France peut le faire de son côté. Donc ça peut être un système intéressant, mais ça n'est pas une garantie. C'est du droit international, ça n'est plus du droit interne. Et puis 10e point de la première partie, aucun autre référendum, ça je crois que tout le monde l'a bien compris, ne pourrait être imposé au nouvel État. Il n'y aurait pas de rattrapage. Alors que là, il y a 3 référendums pour être sûr qu'on sait bien ce qu'on veut. Là, s'il y a l'indépendance, personne ne peut imposer, même pas l'ONU, au nouvel État d'organiser un nouveau référendum d'autodétermination au cas où il y ait beaucoup de déçus et même une majorité. Ça, l'État fait ce qu'il veut et on peut lui faire confiance, si j'ose dire, pour qu'il ne le fasse pas, surtout s'il y a des soucis. Alors, deuxièmement, si le non l'emporte, là je serai beaucoup plus bref, puisque, bon, d'abord vous avez le projet des loyalistes qui est très bien présenté, très bien fait, mais bon, quelques mots tout de même. Ce deuxième non permettrait de conserver le système institutionnel actuel, ça je crois que tout le monde s'en doute. L'accord de Nouméa resterait en vigueur. La loi organique aussi, même si elle peut être modifiée. Alors, il pourrait arriver que certains veuillent faire évoluer le système même avant le 3e référendum, s'il doit y avoir un 3e référendum. Par exemple, le Congrès pourrait demander, ça dépend de sa majorité, ça dépend peut-être de Calédonie Ensemble, de l'éveil océanien, pourrait demander le transfert de certaines compétences de l'article 27 de la loi organique, c'est-à-dire des règles sur l'administration des provinces, des communes. Attention à celle-ci, si c'était transféré, parce que ça pourrait avoir comme conséquence de geler le corps électoral des municipales. Aux municipales, tout le monde pouvait voter, enfin tous les inscrits, mais inscrits sur la liste générale. Donc attention à ça. Le contrôle de la légalité, pas l'égalité avec apostrophe, le contrôle de la légalité, le tampon que donne le commissariat sur les actes, eh bien ça serait localisé, avec évidemment un risque de, disons, moindre impartialité. Et puis l'enseignement supérieur, et puis la communication audiovisuelle. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en penseraient les uns et les autres, et voilà quelque chose qui pourrait être demandé par le Congrès, mais attention, demandé par le Congrès. Ça ne veut pas dire que c'est le Congrès qui déciderait, il faut une loi organique. Et une loi organique pour éventuellement transférer l'un ou l'autre de ces sujets. Donc, c'est peut-être pas le plus probable, mais enfin, bon, voilà, c'est une possibilité. Alors, à la demande des loyalistes, il pourrait y avoir d'autres évolutions. C'est ce qu'on peut peut-être espérer avant même le 3e éventuel référendum, pour essayer de ne pas aller au 3e référendum pour pas grand-chose ou pour rien. On pourrait peut-être discuter avant. Est-ce que ce sera mûr politiquement? C'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Mais là, d'autres le diront mieux que moi. Vous l'avez vu dans le programme, vous le savez déjà. La clé de répartition. Les dotations aux provinces, qui, avec l'évolution démographique, est devenue de plus en plus inégalitaire au détriment de la province sud. Tout le monde le sait.
on pourrait essayer de faire dégeler le corps électoral des provinciales. Bon, c'est pas gagné. Si Paris veut un consensus, on l'aura peut-être pas facilement. Peut-être faciliter les décisions du gouvernement collégial, hein, sans remettre en cause la collégialité. Tout ça est dans le programme de l'OLI, c'est sur Internet. Mais ça sera probablement demandé, hein, sans attendre le 3e référendum, si évidemment le résultat est non. Et puis, plus de pouvoir aux provinces, la fameuse différenciation provinciale, que les provinces aient plus de pouvoir, qu'elles s'organisent avec encore plus de compétences, chacune chez elles. Alors, est-ce que c'est plausible avant le 3e éventuel référendum? Mais il faut faire comme si. Il est évident, me semble-t-il, et les politiques qui sont ici, moi je ne suis pas vraiment politique, mais il est évident que si le non l'emportait plus largement encore qu'en 2018, le rapport de force serait probablement meilleur pour aboutir à des négociations, pourrait peut-être aboutir sur certains points. Deuxième point, il n'y en a que 3 dans la deuxième partie. Deuxième point, comme en 2018, 18 membres du Congrès pourraient demander une 3e consultation qui aurait lieu dans la 2e année suivant la 2e. Donc dans les 12 mois glissants, hein, ce n'est pas l'année civile, c'est dans les 12 mois glissants. Hein, donc ça serait entre le 4 octobre 2021 et le 4 octobre 2022. Et puis 3e point enfin, un 3e non largement majoritaire placerait les loyalistes en position de force pour d'éventuelles négociations institutionnelles, parce que l'accord de Nouméa, lui, ne prévoit rien de bien précis. C'est presque impossible. Les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Vous connaissez cette fameuse phrase? Bon, ben voilà, après ben, il faut recommencer des négociations, et les résultats, bien sûr, de la consultation, la prochaine, seront déterminants. Alors, conclusion, pardon d'avoir été un peu long. Alors, bon, en général, j'essaye d'être le plus neutre possible. J'ai toujours fait ça dans ma carrière, j'ai jamais pris position. Là, je me dis quand même que c'est important. Donc, je me permets de prendre une position sans ambiguïté. En tout cas, on peut espérer que le résultat du 4 octobre sera donc encore plus net, encore plus clair qu'en 2018. Je pense que c'est non seulement possible, mais probable. Mais il ne faut pas trop le dire, parce que si on dit que c'est probable, on va se démobiliser. Alors, voilà, les 70%, on n'y croit plus. Si jamais il y a un sondage qui paraît, je sais pas, à la limite, on ne le regarde pas. Alors, si par extraordinaire, le oui l'emportait, ce serait très certainement, d'après tous les observateurs, d'après vous-même, de très peu, avec un très faible écart de voix. Donc, ça veut dire contestation, action en justice peut-être pas dénuée de chances de succès. S'il y a quelques centaines de voix d'écart, on trouve toujours des irrégularités. Donc, résultat, suspendu, pas de proclamation immédiate. Donc, il faut éviter ça. Mais je crois que, bon, ne vendons pas la peau de l'ours, mais en tout cas, moi, je me permets de dire, votez en masse. Si vous allez à la pêche tôt le matin, rentrez plus tôt, hein, ou à la plage, faut voter cette fois-ci. Et votre vote à chacun est tellement précieux. Pensez aux quelques 40 000 personnes exclues de ce droit de vote. 40 000 personnes quasiment, ça veut dire quoi? Rapporté à la France, ça ferait 10 millions de personnes. 10 millions de personnes rapportées à la France. Alors, je crois qu'il faut y penser. Voter pour cette Calédonie, pour qu'elle soit solidement et durablement ancrée dans la France, c'est la France seule qui peut nous garantir de vivre tous en paix sur cette terre d'Océanie, où nous ne devrions plus hésiter, les uns comme les autres, à dire haut et fort que nous aussi nous sommes chez nous.